Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire MTI qui concerne aujourd'hui les technologies serveurs Cisco UCS. Je suis accompagné de Grégoire Ambert. Bonjour. Qui est expert chez nous sur les technologies Cisco UCS, donc la partie serveur, l'offre serveur de Cisco. Un petit rappel sur MTI. MTI, c'est une société, un intégrateur d'infrastructures pour les data centers. Nous sommes 300 collaborateurs en Europe et nos trois partenaires principaux sont EMC, Cisco et VMware. Nous avons signé en début d'année 3 nouveaux partenariats sur des startups innovantes que sont SimpliVity, Nutanix pour la partie hyperconvergence et Scality sur la partie hyperscale. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez avoir des détails sur ces technologies. À savoir, toutes ces nouvelles technologies aujourd'hui peuvent être embarquées sur du serveur Cisco UCS que Grégoire va nous présenter aujourd'hui. Grégoire, je te laisse la main pour présenter. Ok, merci. Donc Cisco, un acteur de plus sur le marché du serveur. En fait, ça fait déjà plus de 5 ans, on est sur la 6e année que Cisco vend des serveurs sur le marché serveur Blade et serveur Rack. Donc ici sur la première slide, on a une petite évolution des ventes de Cisco. Donc on voit que Cisco a fortement percé dans le marché du serveur en 5 ans. Quand on regarde d'un peu plus près les chiffres, sur le marché nord-américain, Cisco est devenu leader sur les serveurs Blade, avec les premières parts de marché. Et sur le marché mondial, Cisco est en seconde position. Alors, pour préciser, Grégoire, ils ne sont pas premiers sur le marché du serveur au global. Pas sur le marché global, mais sur le marché des Blade serveurs. x86. x86, essentiellement. D'accord. Et sur le marché du serveur au global, ils apparaissent aujourd'hui? Sur le serveur du marché, ils ont une petite part sur le marché serveur rack, d'un tour de 4-5% si je ne me trompe. Et ils sont numéro 5, si ma mémoire est bonne. Ils sont numéro 5. Ok. Donc, ce qu'on peut constater quand même, c'est une rapide évolution des ventes de serveurs Cisco UCS. Tout à fait, ils ont vraiment percé le marché avec leurs nouvelles technologies. Et sur un marché qui pourtant était déjà bien installé et bien établi avec 3 acteurs, on va dire, principaux, IBM, HP et Dell. Donc, s'ils ont réussi à percer autant sur ce marché, il y a 2 possibilités. Soit avoir des facteurs technologiques différenciants qui permettent de répondre à des problématiques côté client, soit être plus agressif en termes de prix que la compétition. Cisco étant plutôt un constructeur orienté valeur, j'imagine que c'est plutôt la première option. Exactement, c'est la première version et on va parcourir les différents slides pour voir en quoi Cisco amène des nouveautés sur le marché du serveur. Ok. Donc Cisco UCS, une architecture unifiée. On va avoir une gamme qui est assez variée sur les serveurs. Donc Cisco a démarré avec le serveur UCS Blade et Rack pour les gros data centers, va-t-on dire. Après, ils ont évolué sur une gamme de serveurs qui est plutôt pour les sites distants, avec un UCS Mini qui est exactement la même architecture, les mêmes composants et les mêmes avantages que l'on retrouve sur l'UCS traditionnel, mais miniaturisé, on va dire, pour les plus petites infrastructures. Juste pour donner un petit avant-goût, l'évolutivité d'un système UCS traditionnel, c'est combien de serveurs? Certaines entreprises démarrent avec 4 serveurs. On voit pas mal de clients avec 4 serveurs et ils disent OK, on va prendre une architecture évolutive pour aller jusqu'à 2 châssis, 3 châssis de 8 blades chacun. Donc aller jusqu'à quelques dizaines de serveurs dans le système UCS. Exactement. On n'a pas besoin d'avoir une grosse architecture pour prendre du blade traditionnel. On va avoir des évolutivités sur le blade traditionnel en termes de bande passante, de lien uplink LAN SAN et de connexion vers le châssis. Alors que sur l'UCS Mini, on va pouvoir stacker 2 châssis au maximum, un derrière l'autre. C'est-à-dire qu'en gros, on va évoluer jusqu'à 15 ou 16 serveurs. Exactement, au global, 15 ou 16 serveurs. Ils ont également une gamme d'UCS M-Series, qui sont des serveurs désagrégés. On va voir un petit peu tout à l'heure les grosses différences donc, entre des serveurs désagrégés. Rien que pour vous donner une idée, on va avoir 16 serveurs sur 2. Et le C3160? Le C3160, qui est un serveur
pour certaines applications. Nous, on le place essentiellement pour les applications comme de l'Exchange, du Ceph, tout ce qui est stockage distribué. C'est vraiment intéressant. C'est un serveur qui va pouvoir aller jusqu'à 360 Tera actuellement. Donc, on va avoir 3 shelves de 14 disques dedans. Typiquement pour des solutions hyperscale comme Scality. Scality, exactement. C'est ce qui est parfaitement adapté. Tout à fait. Et par-dessus, Cisco a un outil qui s'appelle UCS Director qui va permettre de manager l'entièreté de l'infrastructure, aussi bien au niveau serveur, stockage, réseau et virtualisation. On va avoir des automatisations, des workflows qui vont se retrouver dans cet outil. Et alors, quelle différence entre UCS Management, qu'on voit à la base du slide, et UCS Director? UCS Management va être l'outil qui va être embarqué dans les fabriques interconnect. Donc, on va le voir après dans les différentes slides. Ce sont les têtes de pont qui vont pouvoir gérer toute l'infrastructure serveur UCS. Et là, on va rester vraiment sur une base serveur. Alors que l'UCS Director va nous permettre de gérer aussi bien les serveurs, je vous disais tout à l'heure, le réseau, le stockage et la virtualisation. On ne gère pas du tout le réseau au travers de UCS Management. UCS Management va nous permettre de gérer les réseaux, les couches basses au niveau du serveur, mais pas plus haut. Donc, on va rester en niveau 2. On va passer sur des switches de niveau 3 pour pouvoir travailler sur l'extérieur du data center et la communication routage dans le data center. Donc, si je le redis autrement, tout ce qui est configuration des VLAN dans le système UCS, c'est UCS Manager. Tout à fait. Si on a besoin de QoS dans le système UCS, c'est UCS Manager. Par contre, dès qu'on ressort du système UCS, le réseau peut être piloté par UCS Director. Exactement. On va parcourir les différentes architectures qu'on trouve dans les salles serveurs actuellement. Donc, on va avoir des architectures qui vont être composées de serveurs rack. Ici, on a pris un exemple. On va avoir 48 serveurs rack. Sur 48 serveurs rack, on va avoir 52 points de management. Les 48 serveurs, les 2 switches LAN et les 2 switches SAN à l'extérieur de la fabrique. 96 ports réseau. On a mis un ensemble de ports réseau. Imaginez que c'est des ESX. On va avoir 2 ports pour le management, 2 ports pour le vMotion et 2 ports pour les data. Ceci pour la redondance. On va avoir également une maintenance des 2 switches LAN extérieurs et des 2 switches SAN, ainsi que la maintenance pour les 48 serveurs. Et donc du coup, ici, donc ça fait quand même, on le voit, beaucoup de ports réseau, beaucoup d'équipements à manager de manière indépendante. Mais en plus, on a des solutions qui sont maintenues par différents constructeurs. Si on prend les switches LAN, on peut penser à du Cisco, du switch SAN. Le leader aujourd'hui reste encore un Broken, même si Cisco a beaucoup de parts de marché. Et les serveurs, ça pourrait être de l'HP, du Dell ou de l'IBM. Donc voilà. On aurait 3 contrats de maintenance et 3 mainteneurs différents. Exactement. Et voire peut-être plus si on a différents types de serveurs dans notre rack. Face à ça, on va avoir le déploiement des blades serveurs. Donc les blades serveurs, on va prendre des blades qui vont avoir 14 ou 16 lames actuellement. Si on les compare à l'architecture rack, on aura toujours 48 serveurs. Par contre, on va diminuer le nombre de points de management, sachant qu'on va mutualiser l'ensemble des serveurs. Donc, il ne nous restera plus que 23 points de management. On aura également moins de ports réseau LAN et moins de ports réseau SAN. Par contre, on aura plus de maintenance. Pourquoi? Parce qu'on aura les différents points de management vont devenir plus compliqués à manager. Pourquoi? Parce qu'avant, on devait gérer des cartes réseau dans les serveurs. Maintenant, on va gérer différents switches. Donc, comme vous voyez sur le schéma, on va avoir 2 switches LAN, 2 switches SAN par serveur qu'il va falloir gérer, configurer, maintenir, et également les switches à l'extérieur des châssis sur lesquels on va se connecter pour gérer le data center. Ça veut dire que toutes ces interconnexions vont nécessiter des agrégats de liens, du spanning tree ou des méthodes type NPV pour étendre la fabrique jusqu'au châssis. Exactement, on va prendre pas mal de temps pour réfléchir, configurer l'architecture et optimiser les flux. Et ça, c'est à chaque fois que l'on déploie un châssis qu'il va falloir le configurer, le préparer. À chaque fois que vous déployez un châssis, et plus vous allez configurer de châssis, comme on l'a vu tout à l'heure avec le rack, on a le même problème, plus il va falloir de switch LAN et SAN extérieurs. Donc on va changer vraiment l'architecture. Plus on va scaler le nombre de serveurs, plus on va devoir changer l'architecture LAN et SAN. Et comment est-ce qu'on fait les switches LAN qui sont à l'intérieur du châssis? Est-ce qu'ils sont automatiquement de la même marque que du cœur de réseau ou est-ce qu'on mixe? Pas nécessairement. Tout dépend du constructeur, tout dépend de ce qu'on a acheté. On peut avoir des switches qui soient Cisco, par exemple, mais on peut avoir d'autres switches qui soient de marques différentes.
Et donc, il va falloir gérer les différences en termes de protocoles, même si on va rester essentiellement sur des protocoles de base d'agrégation de liens. On est sur des protocoles standards, mais chacun a son interprétation du standard, on va dire. Exactement. OK. Donc là, on a vu effectivement qu'il y avait pas mal de contraintes aujourd'hui sur les déploiements de serveurs rack, de serveurs blade. C'est des choses qui aujourd'hui fonctionnent hein, parce que les clients le déploient, mais malgré tout, la plupart sont quand même confrontés à des limitations face à ce modèle. Oui, et ça prend du temps de configurer, de réfléchir à son architecture et d'implémenter toutes ces solutions. On passe beaucoup de temps à configurer et à maintenir. Ici, on fait un petit apartheid, on va comparer le stockage des années 80 aux solutions serveurs des années 80-90 également. Donc, à l'époque, lorsqu'il fallait gérer, dans certaines entreprises également, on le gère toujours de cette manière, mais quand il fallait gérer, administrer les disques, on le faisait localement. En termes d'évolution, ce qu'on a fait, on ne gère plus les disques localement, on va les gérer dans une baie de stockage. Donc, on va avoir deux têtes de pont, des storage processeurs, qui vont nous permettre de gérer un ensemble de shelves de disques. Et donc, ça veut dire que ces deux têtes pensantes du système, les storage processors, c'est elles qui embarquent toute l'intelligence de la baie de stockage pour la gestion des disques de la baie. Voilà, on a vraiment déporté tout ce qu'on faisait localement au niveau de chaque serveur pour gérer l'ensemble des disques. On les a mutualisés dans une baie de stockage et ces deux têtes de pont amènent de la redondance et nous permettent de se connecter à l'ensemble des disques. Donc ça permet de scaler en rajoutant des disques au sein du système de la baie de stockage et que chacun de ces disques puisse hériter automatiquement de tout ce qui a déjà été configuré dans les storage processors. Exactement. On se fait une configuration et on va la reporter sur l'ensemble des disques. D'accord. Et donc ça, c'est pour la baie de stockage. Mais alors le système UCS? On va essayer de faire un petit peu la même chose au niveau des serveurs. Donc, on le voit maintenant aujourd'hui avec les serveurs UCS. L'époque, mais maintenant, on administre toujours chacun des serveurs localement, indépendamment. Et on va changer le modèle avec l'UCS. On va faire pratiquement la même chose que ce qu'on fait avec la baie de stockage. On va de nouveau avoir deux têtes de pont qui sont des storage processeurs qui vont nous permettre de nous connecter aussi bien en LAN et en SAN. On appelle ça des storage processors? On appelle ça des fabriques interconnects. D'accord. Ça fait la même chose que à peu près la même chose que les storage processeurs. D'accord. Ça va nous permettre de gérer des policies qui vont être globales à l'ensemble de nos serveurs. On va remplacer les shelves que l'on trouvait dans les baies de stockage par les serveurs. Et ici, on voit dans l'image, on voit un ensemble de serveurs et les serveurs vont être gérés non plus physiquement, mais logiquement. Peu importe qu'il y ait un châssis, 10 châssis, 20 châssis, ces serveurs vont représenter un gros châssis logique. L'ensemble de ces châssis physiques vont représenter un gros châssis logique qui vont être gérés à l'identique par les policies que l'on retrouve à l'intérieur des fabriques interconnects. D'accord, donc on a bien effectivement, comme dans l'architecture de la baie, les deux storage processors qui sont repris ici par les fabriques interconnects, qui portent toute l'intelligence du système. Les shelves de disques, on les retrouve ici au travers des châssis qui sont totalement passifs, comme un shelf dans une baie de stockage, et les disques durs sont remplacés par des serveurs qui apportent le compute et la mémoire associée. Là, on va rentrer un petit peu plus dans l'architecture UCS. Donc, dans la partie gauche, on voit une architecture standard Blade, et dans la partie droite, on va voir une architecture UCS. On a un management serveur qui se trouvait à l'époque à l'extérieur du châssis. Là, on va l'embarquer dans les fabriques interconnects. Donc, les fabriques interconnects, comme je le rappelle, c'était les storage processeurs au niveau du stockage. Ces deux fabriques interconnects vont être composés de switches LAN et SAN. Donc, c'est des switches convergents, unification de la fabrique. Donc, on commence déjà à diminuer l'ensemble des équipements. Comme vous voyez à gauche, on a deux switches LAN, deux switches SAN. Ici, on a un seul switch qui fait aussi bien le LAN et le SAN et qui embarque la partie de management. On va optimiser pour la virtualisation. On va le voir un petit peu plus tard. Et puis, on va supprimer tous les équipements qui étaient inutiles. Les switches LAN et les switches SAN qu'on configurait dans le châssis n'avaient pas plus de configuration que ce qu'on retrouvait dans les switches externes du châssis. Donc, on va les enlever, ils ne servent à rien du tout.
ce qui va nous permettre de réduire d'un tiers l'infrastructure. Donc, si on prend un seul système UCS, donc on va avoir une fabrique unifiée, on va avoir les serveurs x86 et une partie de virtualisation qu'on va voir un tout petit peu plus tard. Cette fabrique, elle va pouvoir être composée de 320 serveurs. Donc, on va pouvoir gérer jusqu'à 40 châssis derrière ces deux fabriques interconnectes. Ce qui veut dire que on imagine que lorsqu'on met 320 serveurs dans une salle serveur, on doit repenser plusieurs fois son architecture LAN et SAN. Ici, on n'aura pas besoin de la repenser. Tout fonctionne derrière nos deux fabriques interconnectes. Moins de serveurs, moins de switches, moins d'adapteurs, moins de câblage, moins de consommation électrique, moins de points de management. Comme on le voit ici, on aura nos deux fabriques interconnectes qui seront les points de management pour nos 320 serveurs. La consommation électrique, ça c'est dû à la mutualisation des blades. On embarque plusieurs lames dans un châssis. On voit ici. Dans la slide, on retrouve des petits switches, on va dire des petits rectangles bleus dans les châssis. Ce sont des fabriques extenders, donc c'est une extension des fabriques interconnectes. C'est un module non intelligent, aucune configuration à l'intérieur. Ça va nous permettre juste d'implémenter plusieurs connexions entre le fabrique interconnect et le châssis. Alors je comprends pas, ça veut dire que les barres bleues ici, ce sont des switches qui commutent les paquets à l'intérieur du châssis? Ce ne sont pas des switches, non. Ce sont des extensions. C'est juste, ça va nous éviter ça va nous permettre d'agréger beaucoup plus de ports vers les fabriques interconnect. Ce qui va nous permettre, imaginons, si on a des extensions avec 8 ports, chaque lame pourra avoir une connexion qui remonte et qui est dédiée à elle-même vers le fabrique interconnect. D'accord, donc des équipements totalement passifs et la commutation, au final, elle est effectuée par les fabriques interconnect. Tout à fait. Et le châssis est totalement passif. Il n'y a rien du tout à faire dedans. C'est le fabrique qui a toute l'intelligence. D'accord. Et c'est pour ça qu'ils sont dupliqués pour avoir une redondance. Ils fonctionnent en actif-passif, en actif-actif? Donc, ces châssis fonctionnent en actif-actif au niveau du data plane, au niveau des data, et en actif-passif au niveau du control plane. Donc, on a une VIC pour l'attaquer, pour se connecter au management qui est embarqué, et il sera soit sur un switch, soit sur l'autre switch. Donc, le management est en actif-passif sur les deux fabriques interconnect. Voilà. Par contre, la partie data plane, c'est-à-dire toute la commutation les communications serveurs, qu'elles soient vers le cœur de réseau ou vers le SAN, là, on est bien en actif-actif. Actif-actif, oui. Et on peut bien faire sortir les mêmes VLAN des deux côtés, les faire rentrer dans le châssis, dans la solution ICS des deux côtés. Donc, point de vue architecture, comme vous voyez, on a un seul point de management pour gérer un châssis. On va démarrer petit, on a un châssis qui est 2 lames dedans ou 8 lames, peu importe. Ce châssis, on va le connecter au LAN et au SAN. Donc, on le connecte sur un double attachement vers les switches LAN. On le connecte sur les switches SAN. On ne croise pas la connexion parce que ici, ça va être comme si c'était le serveur qui est connecté derrière un switch. Donc, on ne va pas faire du switching SAN, mais vraiment en tant que host. Ah oui, tu parles de la connexion vers la fabrique. On ne croise pas les connexions entre fabriques, en fait. Exactement. Sachant que ces fabriques interconnect ne sont pas des switch SAN. Donc, on ne va pas faire une connexion croisée entre les fabriques interconnect et les switch SAN. Et donc, mon zoning dans cette infrastructure, je le fais à quel endroit? Dans ce type d'infrastructure sur le schéma, on va faire le zoning au niveau de ces switch SAN. Il n'y a aucune différence par rapport aux architectures actuelles. Et si jamais j'ai du brocket, c'est compatible, j'imagine, avec les fabriques interconnect? Que ce soit du brocket ou autre constructeur, c'est compatible avec les fabriques interconnect. Mais je suis obligé de mettre un mode d'interopérabilité spécifique sur les brockets? Oui, tu vas avoir un mode d'interopérabilité. Non, tu vas pas avoir non, pas dans cette connexion. Il n'y a pas à avoir de mode d'interopérabilité. Mais par contre, vous me connectez en NPV, NPIV. D'accord. NPV sur les fabriques interconnect, du coup, sont en mode NPV pour se raccorder sur des switches broken. Qu'est-ce qu'on a déployé le plus chez nous, chez MTI, chez nos clients? Chez nous, on a configuré ce type d'architecture comme on voit ici, MPV, NPIV. Par contre, on a 2-3 clients qui ont fait du direct attach. Donc, on a directement la baie de stockage qui est connectée aux fabriques interconnect et qui est dédiée à la solution ICS.
ce qui leur évite encore de faire du zoning, vu que le zoning va se faire automatiquement sur les fabriques interconnects sans aucune tâche de l'administrateur. D'accord. Donc, on a la possibilité de connecter une baie de stockage directement au FI, ce qui permet d'éviter d'avoir à effectuer le zoning sur d'autres switches SAN. Et on peut aussi se raccorder vers une fabrique existante sans être intrusif vers la fabrique. Exactement. Aujourd'hui, quand on se connecte vers une fabrique existante, nos clients qu'on a déployés, c'est plus sur une fabrique Brocade, plus sur une fabrique Cisco, hein, MDS. Actuellement, c'est plus sur une fabrique Brocade. Pourquoi? Parce que c'est essentiellement des petits switches. Hein. Les MDS, on les retrouve sur les grosses architectures avec des grosses fabriques SAN, alors que les petits switches, on rencontre actuellement toujours plus de switches Brocade. Ça, je crois d'ailleurs, enfin, ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire, mais je crois que ça a changé, puisque récemment, Cisco a sorti des MDS 9148S. Tout à fait, il y a des petits modèles. Des petits modèles à des prix très, très compétitifs, plus compétitifs que les switches d'entrée de gamme de Brocade. Donc c'est quelque chose qui pourrait changer dans le paysage d'ici dans les mois à venir. Voilà. Mais pour le moment, aujourd'hui, force est de constater que on a déployé plus de systèmes UCS connectés vers des switches Brocade que vers des switches MDS. Vers le cœur de réseau, on est raccordé en 10 gigas, en 1 giga, comment ça se passe? Donc on peut se raccorder aussi bien en 10 gigas qu'en 1 giga. Nous, on a rencontré beaucoup plus le cas de 10 gigas. J'ai 3-4 clients qui sont en 1 giga. Après, ça va dépendre du besoin en termes de bande passante, parce que même les clients qui sont en 10 gigas, certains clients vont n'avoir que 10-20% de la bande passante qui est utilisée, sachant que dans un data center, l'essentiel des flux sont est-ouest que nord-sud. Donc est-ouest reste à l'intérieur du data center dans le même VLAN, alors que nord-sud, on va passer par une couche de routage. Et alors, si jamais on reste dans les mêmes VLAN, les communications, elles ressortent des fabriques interconnects pour être commutées par le cœur de réseau ou elles sont directement commutées par les FI? Donc, elles sont committées par les FI. Que l'on soit même dans un châssis et qu'on fait de la lame 1 vers la lame B, on ressortira sur le FI et on rentrera sur le deuxième serveur. Ce qui veut dire que peu importe le nombre de châssis et où se trouve le serveur, vous aurez toujours le même nombre de sauts sur une solution UCS inter-domaine UCS. Donc, entre deux fabriques interconnects, on aura toujours le même nombre de sauts. On sait calculer la latence et c'est toujours la même bande passante. Et alors là, on a un châssis du LAM, mais j'imagine qu'on peut en raccorder d'autres. Bien entendu, on peut évoluer. Donc, vous voyez ici, on rajoute 2-3 autres châssis. Les connexions uplink ne vont pas changer. On les changera seulement si on a besoin de beaucoup plus de bande passante. Tant qu'on n'a pas besoin de bande passante, on le changerait en termes d'uplink. Donc, l'architecture reste la même. Et là, on scale encore plus et on s'aperçoit qu'on peut toujours garder la même architecture. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'ici, on peut faire un mélange des châssis Blade et des serveurs rack. Comme vous voyez sur la droite, vous avez des serveurs rack qui sont connectés derrière deux extensions, les mêmes extensions qui se trouvent dans le châssis. Aucune intelligence, tout va être géré par les fabriques interconnects. Et alors ces extensions qu'on voit devant les serveurs rack, c'est mandatory dans l'architecture Cisco UCS? Ce n'est pas mandatory, mais sachant qu'à chaque fois que vous allez connecter un serveur, vous allez connecter sur chacun des fabriques interconnects. Vous allez utiliser 2 ports de chaque fabrique interconnect. Si vous utilisez 10 serveurs, vous allez utiliser 20 ports des fabriques interconnect. Oui, donc effectivement, selon le nombre de serveurs rack que l'on doit intégrer dans le système UCS, on choisit ou non d'utiliser ces extensions de fabrique. Exactement. Alors, en termes d'évolution au sein du domaine UCS, comme on voit ici dans les différents serveurs, différents châssis, on va augmenter la bande passante lorsqu'on a besoin, on va augmenter le nombre de liens lorsqu'on a besoin de beaucoup plus de bande passante. Et non pour la redondance de la connectivité. Ce qu'on voit actuellement, c'est on joue toujours partie réseau. On a toujours le spanning tree qui vient un petit peu ennuyer les connexions serveurs. Et donc, on va avoir des liens qui vont être actifs et des liens qui vont être passifs. Donc, on va devoir câbler en cas de panne, mais on ne va pas pouvoir bénéficier de l'apport de bande passante des liens qu'on va rajouter. Ici, vous rajoutez des liens pour avoir plus de bande passante, pour avoir une meilleure latence. Et il y a besoin de configurer du spanning tree dans le système UCS? Non, il n'y a pas de spanning tree, sachant qu'on est en actif-actif. Pas de spanning tree dans la solution UCS. Et 100% des liens sont actifs? 100% des liens sont actifs, donc comme on le voit, vous avez besoin de plus de bande passante, vous rajoutez 2 liens. Actuellement, dans les configurations, dans les 6 dernières années, dans les 6 années sur lesquelles on a travaillé sur de l'UCS, je n'ai jamais mis de configuration supérieure à
2 liens par fabrique. Pourquoi? Parce que on arrive déjà à du 40 Go pour un châssis, ce qui veut dire, si on affectait du 5 Go par LAN, ce qui est très bien. Donc ce châssis, on va le connecter au LAN et au SAN. Comme je le disais tout à l'heure, en dessous des fabriques interconnect, on reste en niveau 2. Une fois qu'on passe au-dessus des fabriques interconnect et qu'on va vers les cœurs de réseau, on passera sur la couche de niveau 3. On le voit ici, connexion vers le SAN sur la baie de stockage. Alors ça c'est bien, c'était la partie hardware. Donc on voit qu'il y a une évolution dans la partie hardware, mais Cisco n'a pas révolutionné le monde du serveur que par la partie hardware. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont fait un management unifié avec des fonctionnalités que l'on va parcourir maintenant et voir quel est l'apport de ces fonctionnalités. Donc l'UCS Manager, c'est l'outil qui est embarqué. Donc l'UCS Manager qui se trouve dans chacun des fabriques interconnect. On va pouvoir reconnaître l'ensemble de ces serveurs. Donc, vu que c'est toute l'intelligence, vu que le châssis est passif, toute l'intelligence se trouve dans les fabriques interconnect, c'est lui qui va avoir connaissance de tous les composants du châssis, que ce soit ventilateur, alimentation, CPU, mémoire, etc. Il va nous permettre également de créer les services profiles. On voit ce que sont les services profiles après, de configurer le LAN, de configurer le SAN, peut-être de configurer une partie de VMware. Les ports groupes VMware, on pourrait les configurer depuis l'UCS Manager. Et puis tout ce qui est partie administration. Donc on a l'inventaire matériel de tout le système UCS, ainsi que l'inventaire de toutes les versions de firmware qui sont déployées dans le système UCS. On a le paramétrage des serveurs au travers des services profiles qu'on va voir juste après. Le paramétrage du LAN Ethernet au sein du système UCS et le paramétrage du SAN sur la partie Fiber Channel pour se raccorder vers nos fabriques SAN existantes ou pour se raccorder à une baie de stockage directement connectée au Wi-Fi. Exactement. Donc, tous les métiers vont se mélanger. Donc on a également la possibilité de dire les personnes du SAN vont pouvoir gérer les onglets SAN, les personnes du LAN vont gérer la partie LAN, les gens serveurs vont gérer la partie serveur. Ou bien on a un mix dans les petites sociétés, les gens font de tout. Donc l'administrateur va pouvoir gérer l'entièreté de sa solution depuis un seul outil, une seule application qui est l'UCS Manager. Mais donc si on le souhaite, on est capable, j'imagine, de se connecter à un Active Directory et en fonction des groupes d'utilisateurs, d'affecter des rôles sur un mode Role-Based Access Control pour limiter l'accès au domaine métier ou au domaine technique qui concerne cet utilisateur. Bien entendu, depuis l'AD, on va pouvoir se connecter et gérer l'onglet sur lequel on a des droits d'accès. Les onglets sur lesquels on n'aura pas de droit d'accès, on aura une vision dessus, mais rien de plus. Alors, je parlais juste de l'UCS Service Profile. Qu'est-ce que c'est le Service Profile? Le Service Profile, c'est un container qui reprend toutes les configurations logiques de votre machine. Imaginez que vous voulez configurer un serveur ESX. Pour un serveur ESX, vous allez devoir avoir un certain nombre de cartes réseau pour gérer le vMotion, pour gérer le management, pour gérer les datas. Bien sûr, il faudra qu'elles soient redondées. Vous allez devoir avoir des configurations spécifiques au niveau du BIOS. Vous allez peut-être avoir des configurations spécifiques au niveau des VLAN, de la QoS. Peut-être pour installer vos machines, vous faites du boot PXE, déployé en PXE. Vous allez avoir un tas de policies de firmware également. Pourquoi? Parce que vous allez devoir dire sur cette version de SX, je vais affecter ce firmware bien précis, etc. On a un ensemble de paramètres. Habituellement, lorsque vous avez besoin d'une configuration précise, vous allez prendre du hardware. Pour un ESX, vous allez devoir mettre des cartes PCI, LAN et SAN dans votre serveur. Ici, vous allez le faire logiquement. Vous allez dire, bon voilà, j'ai besoin de 10 cartes réseau, j'ai besoin de 2 cartes HBA, je veux ça comme configuration au niveau de BIOS, je veux ça comme VLAN dans mon service profile, sur mon serveur. Et tout ça va être écrit et composé dans le service profile. Et ce service profile, vous allez pouvoir l'appliquer sur n'importe quel serveur. Peu importe la carte adapteur que le serveur possède, le nombre de CPU, la fréquence des CPU, la quantité de mémoire qui se trouve sur votre serveur, ça n'a aucun rapport. Vous allez appliquer le service profile et ce service profile va reconfigurer votre machine comme vous le voulez.
Donc ça veut dire que notre lame, quand elle arrive dans le data center, notre serveur dans le data center, elle a une identité, mais globalement, on la flash complètement et on lui donne vie avec d'autres identités. On lui donne vie avec d'autres identités, exactement. Forcément, vous n'allez pas pouvoir avoir plus de puissance CPU ou plus de puissance mémoire. Ça, c'est les deux choses qu'on recherche sur un serveur. Mais par contre, en termes de carte réseau, vous allez par exemple avec une carte adapteur qui a deux ports 10 gigabits, vous pouvez aller jusqu'à 1024 interfaces, peu importe le type d'interface. En fin de compte, vous allez avoir vos deux tuyaux de 10 gigabits qui vont sortir et au travers de ces tuyaux, on va utiliser la bande passante et transférer les flux. Et alors du coup, prenons ce cas de figure. J'ai, on va dire, une vingtaine d'interfaces Ethernet qui sont toutes présentées à 10 gigabits à notre hyperviseur, plus du Fiber Channel. Comment est-ce que je garantis que j'écroule pas les perfs de mon Fiber Channel? Donc à ce niveau-là, on a des liens FCE entre les serveurs, le châssis et les fabriques interconnects. Donc on a une QoS qui est appliquée par défaut et préconfigurée par Cisco, on ne peut pas changer, et qui va nous permettre de garantir les flux SAN pour ne pas avoir de problème de retransmission. Pourquoi? Parce qu'on sait bien qu'au niveau du SAN, on ne peut pas avoir ce problème, alors qu'au niveau du SAN, en TCP/IP, on va pouvoir avoir une retransmission des flux. Et alors je te coupe, tu viens de parler de FCOE. Ça veut dire qu'on est obligé de se raccorder en FCOE vers notre fabrique SAN? On doit avoir des switches FCOE? Absolument pas. La seule chose, c'est lorsque vous allez avoir votre châssis, vous le connectez avec deux liens vers vos fabriques interconnects. Après, l'opération est terminée dans la salle serveur. Vous allez derrière la console de management, vous sélectionnez le port sur lequel vous avez connecté votre châssis et vous dites que c'est un port serveur. Automatiquement, il est configuré en FCE, vous n'avez rien d'autre à faire. Et les flux que vous aurez autorisés sur le serveur vont arriver par là-bas. Après, vous connectez sur le LAN et sur le SAN externe. Vous cliquez en disant c'est des liens uplink, un lien uplink LAN, l'autre uplink SAN. Terminez la configuration. Il y a une interconnexion entre votre réseau LAN SAN et vos serveurs. Et alors du coup, la connexion vers le réseau SAN, elle se fait en quoi? Elle va se faire en FC. Donc, on est en FCE jusqu'au fabrique interconnect et il y a une reconversion automatique qui est faite par la solution Cisco. Donc là, on revoit un ensemble de paramètres, que ce soit les MAC adresses qu'on peut mettre sur les cartes réseau, les UID, etc. Imaginez par exemple que vous avez une application dont la licence est basée sur une MAC adresse ou sur un UID. Ici, avec la solution Cisco, vous pouvez réécrire l'UID ou la MAC adresse que vous voulez. Vous n'aurez aucun problème en termes de licence. Vous pouvez réappliquer votre service profile où vous voulez. J'ai le cas d'un client chez qui c'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Il a changé de serveur parce que son serveur était HS, donc contrat de maintenance, remplacement du serveur, nouvelle MAC adresse, nouvelle UID. Et du coup, il a réinstallé son soft de mémoire, je crois que c'était Oracle. Pas de problème, il a pu le réinstaller, sauf qu'il n'a pas pensé à renouveler sa licence. Et sans s'en rendre compte, il était sur une version d'évaluation gratuite pendant 30 ou 90 jours, mais le serveur s'est arrêté au bout de 30-90 jours. Dans ce cas de figure, avec les services profile, vu que je réécris le même UID, la même MAC adresse, il n'aurait pas eu à réinstaller, à régénérer une nouvelle licence? Absolument, il n'aurait pas eu parce qu'il va pouvoir configurer et garder sa MAC adresse. Il peut même aller plus loin s'il avait un serveur qui n'était non Cisco sur lequel il avait une licence basée sur la MAC ou l'UID, il pourrait très bien la transférer sur un serveur Cisco et générer lui-même sa MAC adresse ou son UID. Bien entendu, il faut que le second serveur ne soit pas sur le même LAN, sinon on va avoir un souci de duplicate MAC adresse. D'accord. Donc on reprend ici, le service profile, c'est une abstraction des caractéristiques du serveur hardware. Donc peu importe le hardware qu'on a, on va régénérer une nouvelle image du serveur par rapport aux paramètres que l'on veut implémenter sur le serveur. On va le voir dans un cas après, et la simplification du service profile et la simplification de régénérer et de recréer un serveur grâce au service profile. Donc ici, on va avoir les gains dans le contexte de l'entreprise du Cisco UCS. Donc on a listé une dizaine de gains qui étaient pour nous assez essentiels. On les retrouvait dans pas mal des entreprises. Et on s'est dit, on va en faire partager les différents clients et les différents prospects pour voir s'ils se retrouvent dans ces différents contextes. Donc le premier, c'est une réduction des CAPEX.
Donc, imaginez que vous avez une architecture traditionnelle, serveur blade, serveur rack, qui est connectée à un switch LAN, switch SAN. Vous avez des points de management au niveau du LAN, des points de management au niveau du SAN, au niveau des serveurs et au niveau des switches. On l'a vu tout à l'heure, pas mal de points. Vous faites un x5 au niveau des châssis. Vous allez devoir doubler le nombre d'équipements LAN et SAN à l'extérieur des châssis. Pourquoi? Parce que vous allez avoir besoin de beaucoup plus de liens LAN et SAN, plus de câblage. Et malheureusement, vous allez avoir également beaucoup plus de points de management. Pourquoi est-ce qu'on a beaucoup plus de liens LAN et SAN ici? Essentiellement pour la redondance, parce qu'ils vont être en actif-passif, vu la configuration, vu l'architecture qui est proposée. Si vous le prenez dans une solution UCS, vous avez vos deux fabriques interconnects et un châssis. Toujours un seul point de management derrière les fabriques interconnects. Vous faites x5, vous augmentez le nombre de serveurs. Certes, vous allez avoir les câbles qui sont entre les serveurs et les fabriques interconnects, mais tant que la bande passante entre les fabriques interconnects, le switch LAN, les fabriques interconnects et le switch LAN ne sont pas trop utilisés, on va dire, vous n'avez pas besoin d'augmenter de bande passante, donc pas plus de liens. Simplification du câblage, donc là on voit une belle architecture, hein, on va dire réduction du câblage à 86%. Pourquoi? Je vous le disais tout à l'heure, dans les architectures qu'on fait, généralement on a deux liens de chaque fabrique. Donc, sur le châssis, on a deux fabriques extender, on voit au milieu, hein, donc, sur ma souris, on en a un à droite et un au milieu du châssis et un à gauche. Deux liens qui remontent vers les fabriques interconnects. Et par ces deux liens, aussi bien le trafic LAN que SAN arrive au serveur. Le service profile, donc simplification de gestion des pannes. Je vous disais tout à l'heure, vous prenez un service profile, vous allez réécrire votre serveur. Vous avez un serveur qui se trouve sur un châssis, dans l'exemple châssis 1 Blade 5. Dedans, ce que vous avez le nom d'un service profile. Le service profile va avoir un UID qui est unique à chaque serveur, un nombre de cartes réseau avec des MAC adresses, un nombre de cartes HBA avec des Worldwide Port Name, Note Name, et puis une séquence de boot. En l'occurrence, vous avez une séquence de boot from SAN. Pourquoi? Parce que l'OS va se trouver sur le SAN, ce qui va vous permettre de redémarrer l'OS, peu importe sur quel serveur vous vous trouvez. Le serveur 5 sur le châssis 1 vient de cracher. Qu'est-ce que je prends? Je prends mon profil, je le déporte sur un autre châssis, une autre lame, peu importe les caractéristiques physiques de la lame, mon service profile va réécrire la lame. Ma séquence de boot qui va être la même, et mes Worldwide Port Name, Node Name qui vont être les mêmes, je vais pouvoir redémarrer mon serveur dont l'image se trouve sur mon SAN. Mes MAC adresses vont pouvoir être les mêmes, donc elles vont pouvoir communiquer avec le LAN sans aucun problème. Si j'ai une sécurité, il va les reconnaître, il va dire OK, ta machine peut redémarrer. Et ceci en moins de 5 minutes. Le serveur est craché, je déplace le service profile, je redémarre l'OS et mon application peut fonctionner à nouveau en moins de 5 minutes. Donc là, ça veut dire que si jamais je veux faire la même chose aujourd'hui sans le système UCS et sans ce stateless computing, je dois avoir un serveur de spare ou bien faire remplacer mon serveur défectueux. Tout à fait. Ensuite, je dois le raccorder à mon SAN, le raccorder à mon LAN, refaire le zoning, reparamétrer les bons VLAN sur les ports où je viens de connecter mon serveur. Ensuite, lancer la configuration de mon serveur. Si j'ai une carte RAID, des disques durs à l'intérieur, tout ça, il va falloir que je le reparamètre. Ensuite, il va falloir que je lance les jobs de restauration de mon operating system. Ensuite, les jobs de réinstallation de l'application, peut-être, hein, de restauration des derniers jeux de données connus. Tout ça, c'est au final plusieurs heures de travail et donc potentiellement d'interruption de service. Exactement. En plus de ça, on peut rajouter les configurations BIOS, les drivers, tout, pour qu'on ait les bons drivers firmware en termes de compatibilité avec la nouvelle machine. Donc, ça peut être très compliqué, ça prend du temps. Et donc là, de plusieurs heures, on va descendre à, au final, quelques minutes pour redémarrer un serveur à l'identique de ce qu'il était avant son crash. Sans aucun problème, sur n'importe quelle machine. Là, on parle de châssis Blade. On peut très bien passer d'un châssis Blade vers un serveur rack et inversement, tant que la LUN de boot se trouve sur le SAN. Oui, effectivement. Si en fait, ce qu'il faut surtout, c'est que la LUN de boot ne soit pas à l'intérieur du serveur, hein, parce que sinon, le jour où on change la lame, il faut, dans ce cas-là, avant de réassocier le service profile sur une nouvelle lame, il faudrait changer manuellement
les disques durs de l'ancienne lame défectueuse vers la nouvelle lame utilisée. C'est vrai que c'est pour ça au final qu'on déporte cette LUN de boot à l'extérieur du système UCS. Ce que l'on voit le plus fréquemment aujourd'hui, c'est vrai que c'est du boot from SAN. Ça pourrait être du boot PXE. Ça peut être, certains clients font du boot PXE au démarrage, d'autres clients pour les ESX qui montrent en mémoire se disent ok, on va mettre une flash dans la machine, deux petites flashs de 32 ou 64 Go, et puis on démarre l'ESX et il reste dans la mémoire tant qu'il est activé. Donc différentes solutions. On a vu le service profile d'un serveur à un autre dans un même data center, mais imaginez la même chose en deux data centers. En termes de PRA, c'est un vrai avantage. Simple chose, la seule différence entre le data center 1 et le data center 2, si on a le même service profile, c'est la destination de la boot target. Parce que les storage processors de la BSAN vont être différents, les ports. Donc, on aura juste un changement de target au niveau de notre séquence de boot. Mais on pourra redémarrer aussi facilement. Parce qu'en fait, la boot target, on la déclare dans le service profile. Exactement. C'est aussi un des paramètres du service profile. Donc, on le voit sur le service profile en rose. Au milieu, on a un boot order à ce niveau-ci. Et donc, si on change de baie de stockage, ce qui est le cas quand on passe du data center primaire vers le data center secondaire, ça veut dire que dans le service profile de production, par exemple, qu'on voudrait redémarrer sur le PRA, il faut juste modifier cette target. Ça, c'est des choses qu'on sait prévoir à l'avance, parce que le jour où on développe un PRA, on n'a pas du tout envie d'avoir ce type d'opération à faire. Tout à fait. C'est quelque chose qu'on déploie à l'avance. Il y a forcément une réplication des lunes de boot d'une baie de stockage sur le site actif, sur le site de PRA. Donc, on va avoir un sur le site actif en lecture-écriture et l'autre juste en écriture. Et tout simplement, lorsqu'on fait la bascule de l'un à l'autre, on change lecture-écriture versus écriture simple et écriture versus écriture. Et ça me fait penser à une petite chose, c'est que ça permet de reboucler avec le premier webinaire qu'on a fait ce trimestre. Si on a une technologie de type virtualisation de stockage comme le VPlex, les World Wide Name étant virtualisés, eh bien, on n'est même pas obligé de faire cette opération. Donc, exactement. Si on déploie du VPlex devant nos baies de stockage pour les notions de PCA ou de PRA, eh bien, cette opération, on n'est même plus obligé de la prévoir, de la pré-planifier avant. Tout à fait. On a même des clients qui testent leur PRA régulièrement, sachant que sur deux sites, un actif et un passif, on retrouve souvent sur l'actif la production, sur le passif, est-ce qu'on fait des tests ou de la dev, et on a des clients qui mensuellement inversent le site de PRA et le site de production. Combien de temps ça leur prend? Parce que... On peut penser que ça prend du temps. Si je prends un exemple avec des serveurs Hyper-V, un client, pour avoir de la complexité, on va dire, on va prendre l'Hyper-V, il a une quinzaine de serveurs Hyper-V avec plus de 320 M au global, et il lui faut entre 1 heure et 1 heure et demie pour faire la bascule d'un site à l'autre. Tu veux dire basculer les Hyper-V ou avoir redémarré les machines virtuelles ou les applications? Avoir redémarré toute la production sur le site de PRA, ce qui lui permet de rester à jour sur l'ensemble de ces deux sites, d'upgrader les firmware régulièrement, il reste en même version et il le teste. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de pouvoir tester aussi rapidement son site de PRA? Parce que bien souvent, quand la catastrophe arrive, il y a plein de choses à faire sur le site de PRA parce qu'il n'a jamais été mis à jour par rapport à un site de production. On va aller plus loin dans l'industrialisation des configurations. Imaginez que vous ayez à configurer, on va dire, 32 serveurs Windows. Sur ces serveurs, sans installer l'OS, serveur, il y a différents paramètres à faire, firmware, BIOS, carte réseau, LAN et SAN, faire le zoning, etc. Ici, pour 32 serveurs, on a été vraiment très gentil. On a mis en 30 minutes une bonne équipe capable de faire 32 serveurs chacun en 30 minutes. Et on estime à 2 jours pour l'installation de 32 serveurs. En termes de modifications, différentes modifications, 15 minutes par modification, on met une journée. Là, dans ce scénario-là, ça veut dire qu'il faut passer sur chacun des serveurs pour effectuer, par exemple, une modif de paramétrage de BIOS. Il faut faire les serveurs un à un, les redémarrer, rentrer dans le BIOS, faire la modif.
ça Exactement. prend quand même effectivement beaucoup de temps que de faire ce type d'opération. Exactement. Valider s'il y a des différents types de serveurs. Il va falloir regarder quel type de firmware on va implémenter, les différences de BIOS. Si vous avez des serveurs qui sont des serveurs Windows, si vous avez des ESX, si on a un mélange de serveurs, ça peut encore prendre plus de temps. Et puis valider et configurer, même avec du scripting, tout ce qui est FC, Ethernet, paramétrer peut-être dans le DHCP les adresses en statique, mettre de la sécurité sur certaines adresses. Donc, peu importe ce qu'on va faire. 30 minutes, ça passe vraiment très vite. Et je pense on a été très gentil. Si vous le prenez dans une solution UCS, ce qu'on va faire dans l'UCS, on va créer des templates. Et la seule chose, le temps qu'on va prendre, c'est lors de la création et de la réflexion du template. Une fois que le template va être créé, ça va aller très vite. Si on prend un petit peu de VMware, prenez un VMware, vous avez un template, et depuis ce template, vous allez déployer les machines. Ici, on va le faire à l'identique. On va avoir des templates pour les serveurs Windows, on va avoir des templates pour nos ESX, on va avoir des templates pour tous les serveurs par rapport à leurs différentes fonctionnalités, leurs différentes applications. Et par rapport à ces templates, on va dire, OK, depuis ce template, je vais générer un ensemble de serveurs. L'avantage, c'est qu'on ne va pas avoir d'erreur. Imaginez que vous dites, OK, mes serveurs vont avoir tel type de configuration au niveau du BIOS, tel type de QoS. Vous allez créer une seule fois le BIOS pour les serveurs ESX, une seule fois la QoS, les firmware. Et une fois que ça va être implémenté dans ce service profile, vous allez réutiliser ces paramètres et les appliquer directement à l'ensemble des serveurs. On a estimé à 10 minutes. Et là, on a été vraiment très gentil également parce que je mettrai plus 5 ou 3 ou 4 minutes, ça va dépendre de ce qu'on a à faire. En termes de modification, 5 minutes. Imaginez, vous avez des serveurs ESX, vous avez 10 serveurs, c'est plus commun, 10 serveurs ESX. Vous avez 10 VLAN à rajouter sur chacun des serveurs. Ici, vous rentrez dans le service profile template, vous modifiez les 10 VLAN et directement, sans redémarrage, l'ensemble des serveurs récupère ces différents VLAN. Pour aller plus loin, on va dire, avec un redémarrage, on pourrait rajouter du hardware. Vous voulez une carte réseau en plus, 2 cartes réseau en plus, vous les affectez au template. Automatiquement, elle va être affectée à chaque service profile qui est appliqué au serveur. Donc, à chaque serveur, le serveur va juste nécessiter un redémarrage qui sera fait selon vos désirs, selon vos besoins. Et une fois que le serveur aura redémarré, l'OS va redécouvrir ce nouvel hardware qui a été rajouté. Et comment ça se passe? Parce que si on fait une modification importante sur un template, il faut forcément rebooter le serveur. Le problème, c'est que vu que j'ai potentiellement une dizaine de serveurs qui sont rattachés à ce template, j'imagine qu'il n'y a pas tous les serveurs qui vont redémarrer en même temps. Bien entendu, on va voir ces différentes tâches et différents redémarrages qui vont être mis dans une tâche de pending. Et vous allez choisir, vous, à votre gré, quand redémarrer ces machines. Si vous dites, je vais en redémarrer une maintenant et les autres, je les redémarre dans 3 mois, vous en redémarrez une maintenant et les autres dans 3 mois. C'est vous qui allez vraiment décider quand vous voulez redémarrer l'ensemble des serveurs. Ce qui va vous permettre de vous laisser le temps de déplacer l'ensemble des VM pour pouvoir redémarrer les serveurs en cas de SI. Nouvelle évolution également qui est pure Cisco, c'est la carte CNA, la carte VIC, une carte Converged Network Adapter, donc qui fait aussi bien du LAN que du SAN. La slide représente une carte de première génération, donc on voit que la carte peut générer jusqu'à 256 cartes LAN ou SAN. Les nouvelles cartes font jusqu'à 1024 cartes réseau. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ce n'est pas nécessaire? La plupart des gens vont me dire oui, un ESX va gérer une trentaine de cartes, un Windows ne peut pas en faire plus de 23 ou 24. Donc on va voir que dans VMware, vous pouvez affecter directement une carte réseau physique proposée par Cisco au niveau de vos VM et ne plus passer sur un port groupe au niveau de la carte, au niveau du vSwitch ou du DV-Switch. Tu veux dire ne plus passer par la partie switching de VMware? Exactement, on va bypasser l'hypervisor au niveau de la carte réseau, ce qui va nous permettre d'économiser de la CPU, sachant que le vSwitch ou le DV-Switch, la performance, la puissance qui est générée par ce vSwitch ou DV-Switch est pris depuis la CPU. Donc vous avez libéré de la CPU pour pouvoir l'affecter à d'autres tâches. Et donc, c'est la CPU de la carte réseau qui va être utilisée dans ce cas-là. Et donc, comme vous voyez, on a par exemple un serveur ESX ici avec un ensemble de cartes réseau.
et vous pouvez créer le nombre de cartes réseau que vous voulez, mais également la vitesse que vous voulez. Vous pouvez avoir des cartes de 1 méga, 8 mégas, 200 mégas, peu importe. Vous affectez une carte réseau comme ça et vous avez de la bande passante. Encore un gros avantage, on élimine les drivers de need teaming. Qui n'a pas eu des problèmes avec les drivers de need teaming? Ici, on va faire du failover hardware, ce qui veut dire que notre carte réseau va être connectée hardwarement aux deux fabriques extenders. Donc, vous vous rappelez les petits rectangles qu'il y avait au niveau des châssis, ça s'appelle des FEX. Et donc, comme on voit ici dans le dessin, chaque serveur, donc on a un serveur qui est dans un châssis. Dans le châssis, on retrouve un FEX. Et dans la carte CNA va être connectée aussi bien sur le FEX de gauche que le FEX central. Et chacun des FEX est connecté et dédié à une seule fabrique. Vous voyez dans le schéma, les flux passent par les deux fabriques interconnect. Imaginez qu'il y a un fabrique interconnect qui vient de tomber, en l'occurrence fabrique interconnect plus FEX, et donc la carte fait hardwarement une bascule sur le second fabrique interconnect. Là, il y a besoin d'installer un driver Cisco dans l'OS pour gérer cette bascule? Non, on n'installe rien du tout. Dans le service profile, on va juste lui dire que soit la carte réseau que l'on crée virtuellement va être dédiée sur le fabrique A ou sur le fabrique B, ou en cas de failover, celle qui est sur le A va sur le B, celle qui est sur le B va sur le A. C'est un choix. Donc, zéro soft à installer dans la lame UCS. Zéro soft, rien du tout à installer, ça se fait automatiquement. C'est juste un clic de souris dans le service profile. Et ça, pour l'ensemble des serveurs. Réduction du délai de provisioning. Donc, vous démarrez avec un châssis, avec deux fabriques interconnect, 4 châssis. Premier rack est rempli. Vous voulez acquérir un second rack après, là, très vite, 4 châssis, 8 lames chacun. Vous acquérez un second châssis, donc vous allez avoir 32 lames supplémentaires, 8 lames par châssis. Aucun switch top-off rack, ni pour le LAN, ni pour le SAN. Pourquoi? Parce que chaque châssis se reconnecte sur les fabriques interconnect. Rajoute encore un châssis supplémentaire, 40 lames supplémentaires. Donc on peut avoir des PDU 16 ampères, PDU 32 ampères. Type de configuration, ce qui est intéressant. C'est un point de détail, mais effectivement, les châssis supportent les PDU 16 ampères ou c'est un prérequis d'avoir du 32 ampères? Non, non, les châssis supportent les PDU 16 ampères. D'accord. Et ici, pourquoi est-ce qu'on a mis sur le dernier rack du 32 ampères? Sur le dernier rack. Donc, c'était juste pour la puissance électrique. Après, peu importe. On peut avoir plusieurs PDU 16 ampères dans notre architecture. Certains clients vont aller jusqu'à 3, 4, 5 PDU 16 ampères. Après, tout dépend de la configuration des salles serveurs. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même des serveurs dont la capacité mémoire est souvent aux alentours de 256 Go, voire 512, voire même dans certaines configurations extrêmes, on a 1 Tera, 2 Tera, 3 Tera. Bon, il y a besoin à un moment donné quand même électriquement d'alimenter tout ça, et effectivement, il y a besoin d'une densité électrique qui justifie parfois du 32 ampères. Mais ce n'est pas la technologie Blade qui va driver ce besoin de PDU à 32 ampères. Tout à fait. Et actuellement, on peut également tourner toujours sur la moitié des alimentations. Donc, chaque châssis a 4 alimentations de 2500 watts. Et vu qu'il a été créé pour 10 ans et qu'il n'y a aucune intelligence dans le châssis, par rapport au CPU et aux mémoires actuelles, la plupart des châssis pourraient tourner sur 2 alimentations de 2500 watts. Donc on voit qu'il n'y a pas encore un besoin d'une puissance électrique à 32 ampères. On est largement satisfait avec les 16 ampères. Réduction du nombre total de serveurs. Actuellement, lorsque vous avez différentes architectures, imaginez une architecture composée de serveurs web. Vous êtes vendeur, style Amazon, vous vendez vos produits sur Internet. La période de Noël arrive, vous allez avoir une demande qui est croissante, et peut-être dans ce cas-là, vous aurez un pic de demande au niveau applicatif, et donc forcément, vous allez devoir implémenter beaucoup plus de serveurs pour satisfaire ce pic. Et donc, vous allez déployer beaucoup plus de serveurs. Vous serez donc obligé d'acheter des serveurs physiques
en plus. Avec une solution UCS, vous pouvez très bien avoir des serveurs qui soient dédiés à d'autres applications et qui soient réutilisés pendant cette période de forte demande en termes de capacité pour vos serveurs web. Tout simplement parce que c'est le service profile que vous appliquez sur vos LAN. Ça, c'est un cas web. Mais imaginez que vous ayez des batchs à faire tourner la nuit. Si vous avez des batchs à faire tourner la nuit et que vous avez des serveurs VMware, vous allez dire, OK, les serveurs VMware, moins d'activité, on déporte toutes les VM sur un nombre réduit de serveurs hardware. OK, on décommissionne ces serveurs en termes de service profile et on affecte un autre service profile à 10 heures du soir sur ces serveurs. Les batchs vont tourner sur ces serveurs. 6 heures du matin, les batchs ont fini de tourner. On décommissionne le service profile de batch et on réaffecte le service profile ESX. Et les serveurs peuvent redémarrer. Les VM vont être redispatchés sur l'ensemble des serveurs et on n'a aucun souci, on peut reprendre la production. Ce qui veut tout simplement dire que vous pouvez dédier le serveur à ce que vous voulez. Vous avez un serveur de spare, vous avez votre collègue qui travaille dessus, qui fait des tests actuellement, il part en vacances, vous désaffectez le service profile, vous désaffectez votre service profile à vous, vous faites vos tests. Vu que votre OS est en boot from SAN, il est sur une LUN, vous faites vos tests, continuez. Une fois qu'il revient, vous lui rendez son serveur et il remplace votre service profile par son service profile et il peut continuer ses tests où il en était. Et ça, même 2 ans, 3 ans après, il n'y a aucun problème tant qu'on ne détruit pas la LUN du serveur sur lequel se trouvent les data. Alors, les produits CS. On va terminer par la gamme de serveurs. Donc, on le voyait tout à l'heure, on a une solution UCS, c'est un UCS Manager qui est embarqué dans les 2 têtes de pont, les fabriques interconnect, qui sont des switches convergents LAN-SAN, 1 Go, 10 Go, 2, 4, 6, 8 Go. On va avoir des fabriques extenders qui se trouvent à l'intérieur des châssis. Les châssis qui sont des châssis passifs, qui sont composés de 8 demi-lames, ou peuvent avoir un mix demi-lame, pleine longueur, demi-longueur, comme on le voit après. UCS Blade ou UCS Rack. Dans les blades, demi-longueur, pleine longueur, voire même des lames 4 slots maintenant. Et puis, différentes cartes adapteurs, 2 ports 10 Go, 4 ports 10 Go et 2 ports 40 Go. Les lames double hauteur et pleine longueur, donc 4 slots, hein, pour quel type de besoin? Juste un petit mot, si tu peux nous en dire un petit mot. Donc, nous, ce qu'on voit actuellement, c'est beaucoup de lames demi-longueur. Je pense que je vais passer sur la slide après, qui va représenter l'ensemble de lames. Donc, on passe souvent sur une demi-longueur B200 M4. Pourquoi? Parce qu'on va essentiellement avoir de l'ESX ou du serveur Windows. Donc, on va pouvoir aller jusqu'à 24 barrettes mémoire CS 32, 64 Go. Donc, on peut atteindre les 1 Tera 5 de mémoire. Et puis, on va tourner sur des CPU, un socket, 2 sockets, de 4 cœurs par socket à 18 cœurs, si je ne me trompe actuellement. Et puis, une bande passante en termes de sortie de 80 Go. Donc, ce serveur va remplir un ensemble de fonctionnalités et d'applications. Après, là, dernièrement, j'ai un client qui m'a dit j'aimerais bien avoir un B260 qui est un niveau supérieur, sachant qu'on va avoir 48 DIMM qui peuvent aller jusqu'à 64 Go, différents types de sockets. Lui, il voudrait vraiment mettre des ESX dessus avec des VM, des très grosses VM, des VM qui vont avoir 500 Go de mémoire, donc des grosses machines. Après, on va retrouver pour des applications bien spécifiques de l'Oracle, peut-être du SAP, des serveurs comme aussi bien le B260 ou le B460. Le dernier que vous voyez, c'est un serveur qui va prendre 4 slots. Là, c'est vraiment un gros besoin en termes de mémoire, vu qu'on va pouvoir aller jusqu'à 96 barrettes de mémoire. Donc ça, typiquement, c'est le B460 et le B260. Ce sont 2 serveurs qui sont très orientés pour soit des environnements VMware à très haute densité, soit pour ce qu'on voit de plus en plus en ce moment chez les clients, tout ce qui est in-memory database, qui permet notamment de faire de l'analytics à très haute vitesse sur un volume de données très important.
Et ce sont typiquement les deux modèles de serveurs validés pour les solutions type SAP HANA, si on ne parle par exemple que de SAP. Donc, comme vous voyez, on parle très peu des caractéristiques hardware des machines, sachant que Cisco ne fait que de l'Intel. Tous les constructeurs qui font de l'Intel vont avoir les mêmes CPU que Cisco, donc il n'y a aucune différence, aucune valeur ajoutée au niveau du hardware de la CPU. Et également aucune valeur, aucune différenciation entre un serveur en termes de mémoire et de CPU. On a très peu de constructeurs, donc c'est pas là que Cisco a gagné des parts de marché et c'est pas là qu'il a vraiment fait le push, on va dire. Alors, dans les premières slides, je vous avais dit que c'était l'UCS standard qu'on avait, dont on vient de parler, hein, le châssis, alimentation, les fabriques extender, 4 ports ou 8 ports, 10 Go, et puis les fabriques interconnect avec le système embarqué. Cisco a fait pour les sites distants un UCS mini, ou pour les plus petits sites, hein. On a même des gros sites en France, mais qui n'ont pas un gros besoin en termes de serveurs. Dedans, on va avoir un UCS mini avec toujours le même châssis, les mêmes alimentations. Par contre, on va avoir mergé, on va avoir fusionné les fabriques extender et les fabriques interconnect ainsi que la carte embarquée. Donc, forcément, on va avoir les mêmes fonctionnalités dedans, exactement. Par contre, on va avoir une moins grande évolution sur l'UCS mini. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, si jamais on part sur un UCS mini, on est limité, on va dire, entre guillemets, à 16 lames dans le système UCS. Donc, par exemple, prenons un client qui décide de partir sur l'UCS mini et qui finalement s'aperçoit qu'il a une croissance plus importante que ce qu'il imaginait. Il dépasse les 16 lames qui sont la limite de l'UCS mini et il est obligé maintenant, malgré tout, d'avoir cette croissance. Est-ce qu'il est obligé de racheter un nouveau système UCS à côté et il bazarde et met à la poubelle son UCS mini? Non, tout simplement, il va enlever les fabriques interconnect de l'UCS mini, hein, donc ces équipements-ci, il va les sortir de son châssis. Il va acheter des fabriques extender traditionnelles sans aucune intelligence, des 2204 ou 2208, et il devra racheter des fabriques interconnect 48 ou 96 ports, ce qui permettra de connecter son premier châssis et son second châssis, sachant que son second châssis sera connecté avec des fabriques extender traditionnelles sur le premier fabrique interconnect. Et bien entendu, il pourra même, s'il le veut, par rapport au nombre de ports dont il a besoin, convertir donc les 6324, ces fabriques extender avec une intelligence, en 2204. On dit 2204 parce que ça se rapproche en termes de nombre de ports. Il ne va pas pouvoir scaler un 2208 qui a 8 ports 10 gigabits. Mais ça veut dire s'il se contente du 2204, il lui suffit en fait de flusher le microcode à l'intérieur du fabrique interconnect 6324 pour le transformer en 2204. Tout à fait. Et alors, il aura ces 40 gigabits de lien uplink, 2 fois 40 gigabits, donc 80 gigabits qui remontent vers les fabriques interconnect, ce qui est plus que largement nécessaire. On a assez avec 40. Donc au final, son investissement du UCS mini, quoi qu'il advienne, n'est pas perdu. Absolument. Il investit sur un système scalable à 16 lames. Et si jamais il doit à un moment donné dépasser les 16 lames, il peut tout à fait, simplement en rachetant un couple de fabriques interconnect, réutiliser tout le matériel dans lequel il a investi jusqu'à présent. Exactement. Okay. Là, on a parlé beaucoup de serveurs Blade, mais on retrouve exactement sur les serveurs, la même chose sur les serveurs rack. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, toute l'intelligence et tout ce qui est fait derrière les fabriques interconnect, si on connecte ces fabriques interconnect à des serveurs rack, on peut bénéficier de toute cette intelligence et de tous ces paramètres de configuration, toute cette simplicité, toute cette flexibilité. La différence, c'est que les serveurs rack, on va pouvoir les configurer soit en standalone, soit derrière les fabriques interconnect. De nouveau, on va retrouver un ensemble de paramètres au niveau du nombre de sockets, du nombre de disques durs qu'on peut mettre localement, si on veut faire une configuration locale, du nombre de cartes PCI, c'est surtout là-dessus que va se jouer la différence, les disques durs et la carte PCI.
Après, le serveur C3160, on en parlait en entrée, 3160 qui nous permet d'aller jusqu'à 360 Tera en nombre de disques durs, volume de disques durs, avec des disques de 6 Tera. Bien entendu, on n'est pas obligé de démarrer avec un gros volume de disques durs, vu qu'on va avoir trois tiroirs dans ce châssis qui est composé de 14 disques. Donc on va mettre les disques durs que l'on veut dedans, on va pouvoir faire un mix SSD, NL si on veut dedans. Et puis on va avoir l'OS qui va se trouver, on va avoir 2 slots en disque SSD pour l'OS et 4 disques NL supplémentaires. Si on veut. Ça, typiquement pour les solutions d'hyperscale comme le logiciel Scality, c'est un modèle qui est parfaitement approprié, puisque ce type de solution va requérir à la fois des disques NLSAS pour apporter une importante capacité avec une très haute densité, ce qu'apporte le C3160, et il faut également prévoir une petite portion de disques SSD pour y stocker ce qu'on va appeler les métadatas, pour faire simple, sur lequel il y a besoin, là, pour le coup, d'avoir de la performance. Et donc ça, le C3160, c'est particulièrement bien le faire avec une très forte densité. De même pour Exchange, vu que c'est Exchange qui va faire la réplication de ces bases de données. Donc c'est vraiment un serveur qui est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il amène du volume très évolutif. Démarrer petit, évoluer, de 120 Tera à 360 Tera si on voulait avoir des belles bases Exchange. Et c'est Exchange qui va gérer la réplication. Et alors l'intérêt d'intégrer ce type de serveur dans un système UCS, que ce soit pour de l'hyperscale avec du Scality ou bien de l'hyperconvergence avec du SimpliVity, ce sont deux types de technologies qui sont dites scale-out, c'est-à-dire qu'on empile des nœuds, des serveurs supplémentaires un petit peu à la demande en fonction de nos besoins. Par contre, ce type de solution, pour bien fonctionner, elle requiert d'avoir des configurations réseau qui soient maîtrisées. Pourquoi? Parce que ça requiert beaucoup de communication entre les serveurs. Donc, il est généralement nécessaire de créer des VLAN dédiés pour la synchronisation des nœuds dans le cluster ou bien l'échange d'informations dans le cluster. Et ça, grâce au service profile, au fait qu'au sein du service profile, toute la configuration réseau soit embarquée, eh bien, vous garantissez au sein du système UCS que tous vos nœuds Scality ou tous vos nœuds SimpliVity soient configurés rigoureusement de la même manière et vous garantissez ainsi le bon fonctionnement de votre cluster. Dernier en date, la série M-Series, donc le service modular serveur. Donc, je vous disais en entrée que c'est un serveur sur 2 U, vous allez avoir jusqu'à 16 serveurs physiques dedans. Donc ici, on voit le serveur. On va avoir 8 cartouches. Chacune des cartouches va être composée de 2 serveurs. C'est des petits serveurs. Donc on va avoir une CPU et 4 slots mémoire. Donc là, c'était en première génération. Si je ne me trompe, le serveur allait évoluer. Petite CPU jusqu'à 32 Go de mémoire. Première partie du serveur. Dans le cul du serveur, donc à l'arrière du serveur, on va partager l'alimentation, on va partager le RAID, on va partager les disques durs et on va partager la ventilation, ce qui simplifie un petit peu l'architecture. Ces serveurs vont être utilisés pour des applications étendues, serveurs web qu'on va pouvoir appliquer sur des dizaines, des centaines de serveurs. Si on perd un serveur, on voit un petit peu la différence, mais ça ne choque pas. Serveur web, applications téléphoniques, etc. C'est effectivement un peu l'idée, c'est si jamais vous avez des applications qui prennent un nombre de serveurs physiques important, sans forcément nécessiter des puissances de calcul ou des capacités mémoire monstrueuses, typiquement les plateformes de serveurs web sont souvent concernées par ça. Et aujourd'hui, la plupart des services web bien, sont souvent hébergés sur des serveurs rack mono ou dual CPU avec, on va dire, entre 8 et 32 gigaoctets de mémoire. Ça représente quand même beaucoup d'encombrement parce que ce sont des serveurs 1U ou 2U selon le nombre de devices PCI Express qu'on va mettre dedans. Alors qu'ici, dans ce type de configuration, vous avez 16 serveurs dans un encombrement de 2U et vous mutualisez tout ce qui est capacité disque et connectivité FC et Ethernet directement à l'arrière de votre châssis. Donc,
d'un côté, si vous voulez avoir 16 serveurs, c'est au minimum 16 U, voire 32. Avec les M-Series, les 16 serveurs sont condensés au sein de 2 U. Ça, c'est vraiment une nouvelle approche de construire ces infrastructures serveurs pour des applications qui s'y prêtent et bien souvent pour des applications distribuées. Donc, point de vue hardware, ça clôture la gamme Cisco. On a quelques produits complémentaires qui vont vous permettre de Cisco UCS. On a un UCS central qui est un outil centralisé pour plusieurs systèmes domaine UCS. Quand vous gérez localement un domaine, donc vous allez avoir ces 2 têtes de pont, ces 2 fabriques avec un ensemble de serveurs, il va être géré par l'UCS Manager. Si vous avez plusieurs domaines, ce qui serait intéressant, c'est qu'il peut pouvoir partager certaines configurations, que ce soit des configurations basiques comme le NTP, les firmware, etc. Mais pourquoi pas des polices de BIOS, des polices de QoS, etc. Vous allez pouvoir la gérer sur du multisite. Ce que l'UCS central va faire. Par contre, vous aurez toujours besoin de UCS Manager pour gérer les policies et les pools au niveau du UCS central. Je disais en entrée, il va vous permettre de télécharger automatiquement les firmware. Vous aurez une centrale de firmware, une librairie de firmware qui pourrait être partagée sur l'ensemble de vos sites et puis qui va être redispatchée sur les serveurs. Ça, c'est un premier outil qui est gratuit jusqu'à 5 domaines UCS. Après, vous avez l'UCS Director. C'est Director qui est l'outil qui va gérer l'infrastructure data center. Ça va être un orchestrateur pour gérer aussi bien le réseau LAN, le réseau SAN, les serveurs, le stockage, différents constructeurs, MC, NetApp, HDS, les réseaux Brocket, les réseaux Cisco, les serveurs Cisco. On voit aussi serveurs HP, il y a certaines fonctionnalités pour les serveurs HP, la virtualisation avec VMware, avec Hyper-V. Ça fera partie d'un prochain WebEx, mais ça vous permet de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Donc c'est vraiment un portail de service qui permet d'aider les administrateurs, l'infrastructure à gérer son architecture en disant voilà, je veux que mes serveurs soient toujours installés de telle manière. Actuellement, on fait des process papier, on peut les avoir process écrits par rapport aux différents workflows qu'on retrouve dans l'UCS. Est-ce qu'on l'utilise plus pour mettre en place aujourd'hui, je veux dire, est-ce que c'est un outil qu'on utilise plus chez les clients pour mettre en place un cloud privé et permettre aux métiers eux-mêmes de provisionner directement leur machine virtuelle, ou bien plutôt pour simplifier l'exploitation? Il y a actuellement, pour simplifier l'exploitation, imaginez que vous avez, disons, 10 switches dans votre salle serveur, vous devez rajouter un VLAN, rien qu'en cliquant sur un workflow créer VLAN, et les 10 switches sont connectés, ainsi que les ports groupes VMware, automatiquement, vous avez ce nouveau VLAN qui est créé. Donc, il offre une simplification au niveau des administrateurs, de l'IT. Demain, il va peut-être permettre également d'offrir le portail. Il le fait actuellement, les fonctionnalités existent, mais je pense que beaucoup d'entreprises n'arrivent pas à passer les différentes étapes en se disant oui, on va tout automatiser, on va tout gérer, c'est le métier qui va créer ses propres machines. C'est toujours très complexe et très difficile de changer sa façon de faire. Donc aujourd'hui, quand on le positionne chez certains clients, c'est plus dans le but de simplifier l'exploitation et de garantir le bon fonctionnement des process d'exploitation. Tout à fait. Et dans une projection à moyen terme, pour être utilisé comme portail de service pour provisionner de l'infrastructure as a service. Voilà. Et on a également un petit dernier qui s'appelle UCS Performance Manager qui va nous permettre d'avoir une vision également globale de l'architecture au niveau du stockage, du réseau, du compute, de la virtualisation jusqu'à l'application. Donc, lorsqu'on a un problème, on se pose toujours la question, mais d'où ça vient? Bien souvent, on tape sur le réseau, parce que c'est souvent le réseau qui pose problème. Mais ici, on va pouvoir analyser l'entièreté de sa solution, de son infrastructure, pour se simplifier la vie, pour trouver d'où vient le problème. Donc, vous voyez, multi-constructeurs, MC, NetApp, Cisco, VMware, Hyper-V, différents OS. Ça clôt la gamme UCS Data Center de chez Cisco. Alors, tous ces softs que l'on vient de voir, UCS Central, pour la centralisation du management de plusieurs domaines UCS, UCS Director pour la simplification de l'exploitation et la projection vers un portail de service pour de l'infrastructure as a service,
et UCS Performance Manager pour avoir de la visibilité sur la manière dont sont utilisées nos ressources physiques et virtuelles. Tout ceci, ce sont des softs. Ils existent avec des versions d'évaluation. Tout à fait. Donc, si jamais vous êtes intéressé par ce type d'outil, n'hésitez pas à revenir vers nous. On peut tout à fait, dans le cadre d'une avant-vente, vous accompagner pour essayer ce type de produit pendant la période d'évaluation qui est offerte par Cisco, qui va être d'une 30aine de jours. Donc, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à répondre sur l'email par lequel on communique au travers des webinars, qui est damian.webinar@mti.com. Et ce sera avec plaisir si on peut vous accompagner dans le cadre de ce type de projet. Merci Grégor. De rien. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne fin de journée.